Le vol qui a tout changé. Le 24 mars 2015 à 9h27, un avion a établi le contact avec le centre de contrôle en route de Marseille. Il s'agissait d'un Airbus A 320-211 exploité par Germanwings, reliant Barcelone à Düsseldorf. Tout semble d'abord normal. À 9h30, le commandant de bord accuse réception de l'autorisation du contrôleur aérien, ce qui lui permet de se rendre à un point de cheminement sur la route. Quelques minutes plus tard, un terrible problème survient. Le centre de contrôle de Marseille constate que l'altitude de l'avion est d'environ 30 000 pieds, soit près de 2000 pieds en dessous de son altitude de croisière initiale. L'avion continue à descendre rapidement. Marseille contacte l'avion pour lui demander son altitude autorisée, mais ne reçoit aucune réponse. Au cours des 30 secondes qui suivent, Marseille tente à 2 reprises de contacter l'équipage. Les 2 tentatives échouent complètement. À 9h34, le centre de contrôle essaie une autre fréquence mais ne reçoit toujours pas de réponse. De 9h35 à 9h39, le centre de contrôle de Marseille a tenté à plusieurs reprises de contacter l'équipage sur différentes fréquences. Un contrôleur français de la défense aérienne a également tenté d'établir le contact, de même qu'un autre avion dans la région. À chaque fois, le vol 9 1525 de Germanwings est resté silencieux. À 9h40, le contact radar est totalement perdu. À 9h41, le vol 9 1525 de Germanwings s'est écrasé sur un flanc de montagne dans les Alpes. Les conséquences et l'enquête. L'accident s'est produit sur un sommet montagneux isolé. En l'absence de route, les équipes de secours ont dû être héliportées. L'avion a été complètement détruit. Le champ de débris était étendu, mais les morceaux de l'avion étaient petits. L'enregistreur vocal et l'enregistreur de données de vol ont été retrouvés dans la même semaine, bien qu'ils aient été gravement endommagés. Lorsque les enquêteurs ont reconstitué les données, ils ont découvert qu'il s'agissait d'une action intentionnelle. L'avion avait été détourné, mais pas par des terroristes. Il s'agissait de quelque chose de bien plus inquiétant. L'enquête a révélé une vérité choquante qui allait changer à jamais la sécurité aérienne. Revenons en arrière pour comprendre ce qui s'est réellement passé dans ce cockpit. Le dilemme du capitaine. Après que l'avion se soit stabilisé à son altitude de croisière, le commandant de bord a quitté le cockpit pour aller aux toilettes à 9h30. Pendant qu'il était aux toilettes, l'altitude de l'avion a été modifiée presque immédiatement depuis le cockpit. À 9h34, le commandant de bord est revenu et a demandé à entrer, mais il n'a pas pu le faire. La porte était verrouillée de l'intérieur. Debout devant la porte du cockpit, le commandant de bord commence à comprendre l'horrible réalité. Le copilote avait détourné l'avion et il n'avait aucun moyen de retourner à l'intérieur. Après 2001, les cockpits ont été modifiés pour protéger les pilotes des pirates de l'air potentiels. Pour entrer dans le cockpit, un membre d'équipage doit appeler le cockpit par interphone et appuyer sur la touche dièse du clavier, ce qui fait sonner le cockpit. À ce moment-là, le pilote peut faire passer la commande de la porte de la position normale à la position déverrouillée. Le membre d'équipage peut alors entrer en toute sécurité. L'équipage dispose également de codes d'urgence qu'il peut utiliser s'il s'inquiète de la présence de personnes dans le cockpit. Dans ce cas, le membre d'équipage utilise le code d'urgence sur le clavier, ce qui déclenche une minuterie de 30 secondes et la porte du cockpit s'ouvre pendant 5 secondes. Cependant, dans certaines situations, les personnes présentes dans le cockpit veulent empêcher l'accès de l'équipage, par exemple lors d'un détournement d'avion. Dans ce cas, les pilotes peuvent mettre la commande de la porte en mode verrouillé, ce qui empêche tout accès d'urgence. C'est ce mécanisme que le copilote a utilisé pour verrouiller définitivement l'accès au cockpit lorsque l'avion a commencé sa descente. Les dernières minutes. Le commandant de bord s'est retrouvé enfermé hors du cockpit sans aucun contrôle. À 9h39, l'enregistreur vocal du poste de pilotage a enregistré des coups violents sur la porte du poste de pilotage. Le commandant de bord avait tenté à plusieurs reprises de forcer la porte, mais celle-ci était renforcée pour résister à des pirates de l'air armés. Le commandant de bord avait peu de chances de réussir. Dans les dernières minutes, les passagers, l'équipage et le commandant de bord savaient tout que l'avion allait s'écraser. Personne n'a survécu à l'accident. 144 passagers, 4 membres d'équipage, le commandant de bord et le copilote ont perdu la vie. Parmi les passagers se trouvait une classe entière qui revenait d'un voyage scolaire en Espagne. Le coût humain de cette tragédie est incommensurable. Le capitaine Patrick Sondenheimer avait 34 ans et était père de 2 enfants.
Après l'accident, sa femme a créé une fondation à son nom pour aider les enfants et les jeunes à surmonter le chagrin et les traumatismes. Il avait des milliers d'heures de vol à son actif et a passé ses derniers instants à essayer de sauver l'avion et ses passagers. Ses efforts héroïques au cours de ces dernières minutes méritent d'être rappelés. Le passé trouble du copilote. Le copilote avait 27 ans et était passionné d'aviation depuis l'enfance. Sa chambre était décorée de posters d'Airbus, de Boeing et de Lufthansa, et il était devenu un pilote de planeur expert dès son plus jeune âge. Il avait rejoint l'académie de pilotage de Lufthansa dès la fin de ses études, mais avait abandonné le programme au bout de quelques mois seulement. Il souffrait d'une grave dépression traitée par des antidépresseurs et a passé plusieurs mois sous surveillance psychiatrique. Finalement, il a reçu un certificat médical attestant qu'il était en rémission. Après quelques mois, sa licence de pilote stagiaire et son certificat d'aptitude médicale ont été rétablis. Toutefois, s'il avait besoin d'un nouveau traitement psychiatrique, il lui serait interdit de voler. Il poursuit sa formation jusqu'à ce qu'il rencontre un problème. En remplissant un document exigé par la Federal Aviation Administration, FAA, pour voler dans une école de pilotage basée en Arizona et gérée par Lufthansa, il a déclaré n'avoir jamais été diagnostiqué comme souffrant de troubles mentaux. C'était un mensonge et il s'est fait prendre. Mentir sur une demande de la FAA peut entraîner une peine de prison ou la fin de la carrière d'un pilote, mais la FAA lui a donné une seconde chance. Il a admis souffrir de dépression et a été accepté en Arizona. En 2013, il a rejoint Germanwings, une compagnie aérienne à bas prix appartenant à Lufthansa. Un an plus tard, sa dépression est revenue en force. La détérioration de l'état mental. Croyant perdre la vue, il consulte plusieurs fois par semaine des ophtalmologues et des neurologues. Il voyait des étoiles, des halos, des éclairs de lumière, des traînées et des insectes volants. Pourtant, les examens médicaux ne révèlent aucune anomalie physique. Son médecin de famille a diagnostiqué un trouble hypocondriaque ainsi qu'une psychose émergente. Ce médecin l'a incité à se rendre dans une clinique psychiatrique, mais il a refusé le traitement. En janvier 2015, il est retourné voir le psychiatre qui l'avait initialement aidé. Il a suivi une psychothérapie et pris de puissants antidépresseurs tout en continuant à travailler et à piloter des avions. De février à mars, il a reçu plusieurs certificats médicaux de différents médecins. Il n'allait pas bien et voulait que les choses changent radicalement. 4 jours avant l'accident, il s'est assis devant son ordinateur pour comprendre le mécanisme de verrouillage de la porte du cockpit de l'Airbus A320. Au cours de son vol aller de Düsseldorf à Barcelone, il a testé les paramètres de descente pendant un certain temps alors que Sondenheimer était à l'extérieur du cockpit. Lors du vol retour, il a utilisé ses connaissances pour provoquer l'écrasement de l'avion. Les défaillances du système. Comment cela a-t-il pu se produire dans l'aviation moderne ? Les pilotes sont tenus de se soumettre à des examens médicaux et à des contrôles annuels. Mais la santé mentale est plus facile à négliger que la santé physique. Comme les pilotes travaillent selon un système d'honneur, ils sont censés évaluer eux-mêmes leur aptitude à exercer leurs fonctions. Ce système présente des lacunes inhérentes qui sont devenues tragiquement apparentes. Le copilote avait été déclaré inapte au travail par son médecin, mais il avait décidé de ne pas en informer son employeur. Si une personne comme lui présente un risque pour la sécurité publique, un médecin peut rompre le secret médical et la signaler aux autorités. Alors pourquoi aucun des nombreux médecins qui ont rédigé de multiples certificats médicaux n'a-t-il pensé que le copilote pouvait présenter un risque pour la sécurité publique ? Un risque suffisamment grave pour qu'on ne puisse pas lui faire confiance pour se dénoncer lui-même ? Nous ne connaissons pas la réponse à cette question cruciale. Les médecins ont pu estimer que le copilote représentait un risque pour lui-même, mais pas pour les autres. Le fait d'être déprimé ne fait pas de quelqu'un un meurtrier, et les signes d'idées homicides n'étaient peut-être pas apparents. Peut-être les médecins ont-ils simplement eu peur des conséquences juridiques et professionnelles. La violation du secret médical n'est pas sans risque dans tous les systèmes de santé. Il est même possible que des facteurs culturels aient joué un rôle, la protection de la vie privée et des données étant extrêmement importante en Allemagne. Mais essayer de comprendre pourquoi le secret médical n'a pas été rompu est un dilemme complexe qu'il vaut mieux laisser aux professionnels de la santé et aux professeurs d'éthique. L'histoire du vol 9 1525 de Germanwings est en fin de compte celle d'une tragédie humaine et d'une défaillance systémique. Il s'agit d'un jeune homme dont la maladie mentale n'a pas été traitée, d'un système qui n'a pas réussi à le protéger, lui et ses passagers, et de 150 vies perdues inutilement.
Si nous ne pouvons jamais réparer cette tragédie, nous pouvons rendre hommage aux victimes en continuant à améliorer la sécurité aérienne et la sensibilisation à la santé mentale. Le souvenir des derniers instants héroïques du capitaine Sondenheimer nous rappelle le dévouement des pilotes professionnels. La perte de passagers innocents, dont une classe entière, nous rappelle la nature précieuse de la vie humaine. Cette histoire, bien que difficile à raconter, doit l'être pour que nous n'oublions jamais l'importance du soutien à la santé mentale et des protocoles de sécurité aérienne.